Salut à tous, épisode 3 avec les Dallas Mavericks. Donc je suis toujours sur NBA 2K25 et j'ai commencé en ère Steph, c'est-à-dire en octobre 2016. Le jeu le propose en MyNBA et c'est vachement intéressant. Et dans cette partie-là, on a réussi à obtenir quelques jeunes intéressants, on va y venir juste après. On a un bilan en deuxième saison qui est plutôt honorable à ce stade avec 22 victoires et 15 défaites. On devrait peut-être aller en play-off, mais ce ne sera pas non plus en domination totale, je pense. L'équipe est encore trop jeune. Et alors, avant de rentrer dans le détail, voilà, le classement, pour être précis, c'est Denver qui domine. Ils se sont bien renforcés autour de Jokic. Après, Golden State est pas mal. Petite déception pour les Rockets ou pour les Spurs. Et puis après, il y a un truc qui peut nous intéresser vachement en bas de classement, hormis le fiasco malheureusement des Lakers, c'est le comportement des Clippers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au prix d'un trade compliqué, on a réussi à aller chercher du côté de Toronto, qui possédait ce pic. On a réussi à aller le chercher en début de saison, et on a comme ça tous nos espoirs sur une potentielle mauvaise saison des Clippers. Il faut croiser les doigts. Il faut aussi les battre quand on les rencontre. Et puis sinon, l'équipe se comporte plutôt pas si mal, avec des temps de jeu raisonnables. J'ai pas voulu forcer trop sur mes joueurs pour pas les crever. Tatum, Adebayo et Isaacs ont été draftés à l'été 2017. Puis après, il y a des mecs un peu plus improbables comme le jeune Gary Payton, Roy Hibbert, Andrew Bogut ou Terrence Ross, qui peuvent comme ça jouer un rôle intéressant, outre évidemment la présence de Nowitzki pour ses dernières saisons, peut-être la dernière, on verra si le gars prend sa retraite. Allez, donc je continue. Le but ici, ça va être... On voit que Dion Waiters aussi et D-Rose, franchement, font des bons matchs. Ils produisent vraiment bien. Match ici, un petit peu... C'est sensible. Contre les Sixers, je vois qu'il y a une opportunité d'une fin de match serrée, et donc je rentre en jeu. Les Sixers, je ne vous le cache pas, c'est l'autre équipe que je contrôle, c'est tout, j'en contrôle que deux. J'en contrôle une à l'est et une à l'ouest, et on va, au prix de quelques actions plutôt sympas et abouties, on va réussir à se mettre en bonne position dans ce match, avec notamment l'inénarrable Jason Tatum, on va pas se le cacher, il est quand même l'option numéro 1, sans blague. Et en face, il y a un homme qui va nous faire super mal. Il est au niveau qu'il a eu à un moment donné. Quand on réfléchit bien, on se plonge dans le passé. Et puis, regardez, ici, ça va être fabuleux. Là, par contre, le shoot à 6 mètres, ça, par contre, je l'ai jamais vraiment vu de Ben Simmons, avec un type qui lui met la main dans le visage. Et en fait, c'est l'action qui fait tourner ce match. Ce match tourne vraiment sur l'action de Ben Simmons, qui en plus vient comme ça, contrer. En fait, il a le dessus en 1 contre 1, il a le dessus sur Derrick Rose, mais d'une manière qui est bluffante. Pas forcément étonnant, vu le profil de Simmons, son côté athlétique. Là, je tente un petit hack Simons. Regardez, hop, encore une faute. Je me dis... Pour récupérer la balle, surtout qu'on n'arrive plus à marquer un seul panier, pour récupérer la balle, il faut absolument l'envoyer sur la ligne, et puis qu'il rate des lancers, parce que quand même, Simmons, en fait, le gars, il me fait un 3 sur 4 dans la dernière minute, et on vient perdre ce match. Pas de quoi avoir honte, mais mini déception au vu du déroulement, et au vu de ce sur quoi ça bascule. Les dunks, je veux bien. Le mi-distance, ouais. Et les lancers francs à répétition, bon, ok. On va dire que pour les Sixers, ça me fait plaisir. Et donc, voilà comment on perd ce match très serré. Après, il est toujours sur plus ou moins les mêmes équipes que à l'été, de part et d'autre. Je pense qu'à un moment donné, je sortirai une petite vidéo où je montrerai un petit peu plus les détails de ces Sixers. Mais en tout cas, maintenant que nous sommes presque au 10 janvier, l'objectif, il est clair. Il faut avancer jusqu'à peut-être quelques jours de la trade deadline.
et voir si on fait un dernier mouvement en vue d'aller chercher un futur deuxième pick du premier tour pour la draft 2018. Je vous dis pas pourquoi, puisque je l'ai déjà dit, en 2018, il y a un mec assez connu qui a été drafté. Tiens, regardez, c'est amusant. On perd contre les Rockets avec Harden qui s'est vu accorder 20 lancers francs. Le jeu est réaliste. Souvenez-vous de cette époque où James Harden avait aimé tous les coups de sifflet. Ça en était même assez perturbant. Remarquez, ça a duré jusqu'à encore il y a pas si longtemps que ça. Hein. Les coups de sifflet pour Harden. Allez, victoire contre Atlanta, yes. Et victoire aussi contre Milwaukee. On repart du bon pied. C'est bon ça. On enchaîne avec une victoire contre les Lakers. Lakers, vous savez, hein, c'était une période où IRL, ils avaient fait un bon boulot en fait, pour faire de la place au niveau du salary cap. Et on peut évidemment dire que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la partie. Malheureusement, l'IA ne le fait pas. Du coup, il végète. Et puis là, on va s'offrir une petite entrée en jeu du côté de Houston pour essayer d'aller arracher le match. Regardez, c'est intéressant. Donc James Harden ici qui libère de l'espace, sauf que Capella shoot pas, Beverly n'est pas très adroit. Finalement, ça manque tellement de spacing autour de James Harden que on est un peu moins en danger défensivement que si il y avait quelques shooters supplémentaires autour de lui, et rêvons un peu dans un monde idéal un pivot, je veux dire, pardon, qui est capable d'avoir un petit shoot au moins à mi-distance. Allez, on a pris le dessus un petit peu dans ce match. Puis il va y avoir un petit coup du sort. Regardez bien l'action. James Harden ici qui est défendu assez correctement. Je crois que c'était T-Ross qui s'en est occupé. Il se blesse. Et ça va sceller le glas pour les Rockets dans cette rencontre. James Harden va sortir sur blessure. Et on va terminer relativement tranquillement. Voilà, donc dommage pour l'intérêt de la partie. Fin de saison, donc a priori sans playoff pour les Rockets en cette année 2017-2018. Et on va comme ça tranquillement récupérer cette victoire. Je regrette que Eric Gordon, là, que vous avez entrevu à l'instant, n'ait pas peut-être bénéficié de plus de minutes aux côtés de James Harden. Parce que lui apporte du spacing. On se souvient du danger que pouvait représenter Eric Gordon à cette époque. Harden quand même 46 points, hein, excusez du peu. Mais en face, malgré un bilan comptable individuel assez modeste, on la prend. Regardez, Denver est en tête, Warriors second, on est troisième. Et puis derrière, il y a un petit groupe, c'est assez serré. Ensuite, à la 7, 8, 9e place, ça se bat. Et derrière, on est plus en version tanking ou tanking non déclaré. Et notamment pour ces Clippers qui dégringolent un petit peu. Ils sont avant-dernier. Donc, plutôt bonne opération. Hein, je ne vais pas le redire 15 fois, mais c'est un pic que je regarde avec intérêt, un futur pic en tout cas. Dans la foulée, on prend une grosse déculottée du côté de Milwaukee. Milwaukee, où avait été drafté à l'été 2017 Lonzo Ball. On encaisse aussi une défaite assez marquante devant les Celtics d'Asia Thomas et donc Kuzma. Ok, et puis après, je me dis, on est en road trip, hein. Troisième match non, même pas troisième, quatrième match à l'extérieur d'affilée. On est à New York. Et là, ça m'intéresse. Et puis je vous le montre bien volontiers. Parce que les Knicks avaient eu le choix numéro 1 la saison précédente. Et avaient opté pour Donovan Mitchell. Justement, la course au rookie de l'année. On voit que Lonzo Ball est en tête. Jason Tatum le talonne. Donc l'objectif aussi de fin de saison, ça va être d'aller essayer de chercher
ce titre honorifique de Rookie of the Year. Ouais, j'aime bien comme ça démarrer mes matchs par des actions où Jason Tatum bénéficie d'un écran pour pouvoir peut-être se mettre en confiance. Raté pour cette fois, regardez, en face de lui, il a le maître absolu de l'époque, en tout cas finissante, mais c'est-à-dire Carmelo Anthony pour ce qui est du scoring avec un défenseur dans le short. Bah, le mec nous fait une démonstration en ce début de match. Heureusement qu'il rate un peu, heureusement qu'il prend quelques actions un petit peu folles. Et puis nous, on a notre Dirk tout à fait spécial, qui est capable d'artiller comme ça sur du pick and fade. Voilà. Donc, premier quart-temps qui se passe pas trop mal. On est un peu en avance. Et puis, Jason Tatum a aussi eu un peu d'adresse. Donc, on est devant. Tyden Levy Jr., là, souvenez de lui, hein, j'imagine, qui est aussi dans cette équipe. Donovan Mitchell, voilà. Yes, 3 points. Bravo. Bravo. Donc, il sort du banc. Hein. Ça, c'est un peu dommage pour un first pick de la draft. Hein. Premier choix qui sort du banc. En plus, pour laisser Wes Matthews démarrer, je trouve que c'est un peu dommage. C'est pas grave. Il y a Monte Morris aussi qui est starter dans cette équipe-là. Et puis, on va tout doucettement poser notre défense, bénéficier par moment de quelques interceptions. Celle-ci très rémunératrice, puisqu'elle offre un panier gratuit à John Isaac en contre-attaque. Le problème, c'est qu'on ne fait pas que bénéficier des interceptions, on en provoque aussi dans notre côté. Et celle-ci est particulièrement hideuse. Perte de balle hideuse de notre part. Allez, fin de possession. Porzingis force le shoot. Il avait Bogut en face de lui. Ici, je vais donner la balle à 45 degrés à T-Ross. Et je vois que le défenseur est un peu loin. C'est Wes Matthews qui est un peu loin sur Jason Tatum. Donc on essaye de profiter des opportunités qui se présentent. Et Tatum ne nous déçoit pas. Je suis déjà passé à ce moment-là à un fort pourcentage, entre guillemets, de tirs réels. Prise à 2 à venir, regardez, sur Nowitzki qui se rapproche. Hop là, donc on ressort tout de suite. Et c'est Finney-Smith qui va en profiter. J'aime bien quand l'IA fait des prises à 2 parce que des fois elles sont vraiment difficiles à défendre. Voilà, j'essaie des fois de passer au-dessus des écrans, mais c'est pas facile. Là, maintenant, le switch nous avantage beaucoup parce que Mitchell face à Isaac ne peut rien faire avec les bras tentaculaires de ce dernier. Du coup, shoot, un peu casquette, pris. Et voilà, pour illustrer quelques séquences défensives où on a la chance ici de pouvoir embêter très sérieusement cette attaque des Knicks et les forcer à prendre des shoots difficiles. Donc voilà, c'est cette période là du quatrième quart-temps, je dirais la première moitié au sens large, où on a réussi à tuer offensivement les velléités des Knicks. Et puis dans la foulée, on a toujours Derrick Rose capable d'aller marquer près du cercle pour nous mettre en très bonne position à ce stade-là. Porzingis très bien contesté. Isaac prend le rebond, mais Adebayo l'avait aussi bien embêté. Et là, je vois que j'ai une mismatch. Mismatch de taille. Regardez, facile. Hop, on va faire le petit mouvement de Tatum. Enfin, un des mouvements de Tatum, mais on pivote sur nous-mêmes. Petite rotation. Et on part au cercle. Monte Morris ne peut rien face à cela pour sceller le sort de ce match. 4 sur 11 à 3 points. Peut-être les premiers effets de cette transformation au shoot vers plutôt le tir réel plutôt que le timing shooter. Je reparlerai sûrement après. Carmelo Anthony aura quand même été bien défendu. Il faut dire que Isaac, ça fait du boulot. Donovan Mitchell aura eu des petits moments de chaleur, notamment face à Waders, mais globalement, on l'a pas beaucoup vu, donc tant mieux pour cette fois-ci. Et Tatum aura donc remporté son petit match personnel face au rookie des Knicks. Autre petit challenge pour Jason Tatum et pour l'équipe en général, c'est une visite 2 jours plus tard du côté d'Indiana. Indiana
autour évidemment de Paul George, qui sera agent libre à la fin de cette saison-là. Je pense qu'il ne devrait pas activer son option joueur. Et donc, deux équipes au bilan proche, même si Indiana fait un petit peu meilleure saison que les Mavericks. C'est logique, ils en sont un petit peu plus loin dans leur projet que nous. Et puis voilà, un petit statement game de Tatum serait le bienvenu, histoire de montrer à tout le monde que le Rookie of the Year, c'est peut-être lui. En tout cas, je l'espère. Et je me battrai pour ça sur les dernières semaines de la saison. Dion Waiters qui va jouer ici derrière l'écran de Bam Adebayo. On avait vu auparavant Derrick Rose en pénétration. Voilà des séquences un petit peu, on va dire, argent en coffre. Ce genre de séquence, ça marche. Et il y a aussi de belles séquences. C'est celle où Dirk s'écarte un petit peu. Et puis là, c'est vrai que le shoot de Dirk, c'est formidable. Donc, premier carton, plutôt cool. On arrive à maîtriser un petit peu notre sujet. Même si Jeff Teague aura eu un petit peu de réussite sur une tentative à 3 points. Allez, on continue. Derrick Rose toujours à la manette. On voit qu'il faut jouer le 1 contre 1 contre Taj Gibson pour Dirk Nowitzki. C'est fait. En fait, il a plein de moves, il est exceptionnel, le Dirk. Je le fais sortir du banc parce qu'il est un petit peu âgé et que ça permet de l'utiliser de manière plus sympathique. Mais honnêtement, il pourrait même être titulaire encore. Même s'il y a quand même un peu de fatigue. Il est moins endurant, c'est légitime. Paul George, hop là, très très joli, 3 points. Il y a quand même un moment où là on pêche un peu offensivement et où on va se faire embêter. Parce qu'il y a aussi quelques mauvaises transmissions à l'image de celle-ci. Jeff Teague, c'était un bon défenseur. Donc vous le connaissez. Paul George, il attend même le défenseur. Il se dit allez les gars, vous venez pas ? Bon, ok, 3 points. Donc là, on a un peu pris le bouillon sur cette petite séquence de match. Derrière, on resserre un petit peu la défense. On récupère le rebond. Et on va essayer d'aller terminer pas loin du cercle. Hop là, en passant par-dessous. C'est toujours Tatum à la finition. Il va faire un beau match. Il va faire un beau match contre ces Pacers. Et il y en avait besoin. Allez, shoot. Non, on fait sauter de nouveau. Et on s'approche. Voilà. Pour venir cueillir 2 points. Et on recolle dans ce match. Dans la foulée, T-Ross, toujours précieux, à 3 points. Donc je regrette absolument pas mon trade qu'a fait venir T-Ross. Il était magnifique. Ce joueur nous aide beaucoup en sortie de banc. Et puis on a des ballons de contre-attaque, de jeu rapide si vous voulez, à exploiter. Des fois on voit que ça se referme, donc on les utilise pas forcément. Là, le défenseur flotte, sanction immédiate, Tatum à l'angle 0, et on se détache. Dans ce match, les Pacers seront passés par une petite période de misère offensive qui leur coûte assez cher. Jeff Teague en 1 contre 1. Ah, il est beau celui-là. Celui-là est somptueux. Et la combinaison avec Monta Ellis qui coupe vers le panier, là, c'était vraiment beau. Après, Nowitzki qui fixe. Est-ce que quelqu'un va venir se proposer ou est-ce que D-Rose va pouvoir tranquillement ressortir sur le Dirk ? Panier raté, rebond à Adebayo avec la faute. Je crois que c'est Chandler qui fait la faute. Ici, ils l'ont récupéré, le pivot vétéran, muni d'un fort joli contrat. Chandler, mais ils avaient la place pour l'absorber, donc ça va. Miles Turner, quand même, fait un joli match. On a vu tout à l'heure un de ses paniers, et puis là, le très beau fade away de Miles. Isaac a le droit d'attaquer le cercle, et pourquoi pas, tiens. Pour quasiment conclure ce match qui sera bouclé non plus, autant par les défenses successives que par le lancer franc de T-Ross ou Dirk Nowitzki. Et la dernière possession compte pour du beurre. On s'empare du ballon et on peut se frotter les mains pour cette belle victoire du côté des Pacers avec un vrai bon Dirk Nowitzki, mais surtout un Jason Tatum en grande forme. Donc l'adresse à 3 points aura été
Mais c'est toujours meilleur que mes 20% ou mes 25% du début de partie. Depuis que j'ai introduit du pourcentage de tirs réels, peut-être en introduire encore un petit peu plus pour voir ce que ça donne. Gros match de PG-13, mais de Miles Turner, mais derrière c'est un petit peu le désert. Alors que nous on a plus de gens qui contribuent au scoring. Et peut-être Jason Tatum marque-t-il quelques points en vue du Rookie of the Year. On verra. Je mets un petit peu au repos par moment Nowitzki, D-Rose et Andrew Bogut, mes 3 joueurs les plus âgés à part Roy Hibbert. On peut même, si on veut, commencer à mettre un peu de load managering pour ces 3-là. Et on attaque aussi un petit rendez-vous que je voulais pas rater. C'était contre les Sacramento Kings. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très serré au classement entre les deux équipes. Et j'aimerais, avant de me lancer dans une grosse période de simulation, encore donner une impulsion supplémentaire, une espèce de spirale de victoire, si en tout cas on y arrive, ici face aux Kings de Marcus Cousins et de Nick Collison. Collison, très bon joueur au poste 1, on le sait, disparu après de manière un petit peu précipitée, très rapidement, mais c'est pas mal. C'est pas mal comme joueur à ce moment-là, c'est dangereux. Il y a de l'adresse à 3 points et il faut le surveiller. Gareth Temple également, plus en poste 2 de 3&D qu'on pourrait donner. Et donc, on joue sans D-Rose exprès. On joue avec Peyton à la main et forcément Malik Monk qui prend les minutes restantes au poste 1. Je suis obligé de bricoler. Le début de match se passe plutôt convenablement. Dion Waiters trouve de l'adresse lui aussi. Et on arrive comme ça à se détacher un peu avant que Collison, puis voilà, échec de Collison, mais le rookie Collins, dans la vraie vie, et qui avait été pris par Atlanta, souvenez-vous, fait du ménage, ainsi que DeMarcus Cousins, quand même, il fallait qu'on le voie, DeMarcus, joueur assez emblématique de ces années-là, faut quand même l'admettre. Et on a aussi de belles possibilités, hop là, en contre-attaque avec T-Ross qui termine avec la faute stupide de DeMarcus Cousins. En plus, T-Ross au lancer franc, il n'y a pas de problème. Puis après, il y a quelques petites séquences défensives où on va peut-être arriver à construire notre victoire. C'est surtout sur la défense qu'on arrive à faire la diff par moment sur ce jeu. Si on sert bien, là j'ai failli piquer le ballon avec Isaac en aide sur le régène des Kings qui joue poste 4 au départ. On les oblige à prendre des shoots compliqués et on arrive à stopper tout ça en attaque. Ils savent plus quoi faire réellement, voilà, on intercepte et on peut même arriver ici à conclure avec PJ Tucker contre la planche. Donc voilà, ça fait plaisir d'arriver à inclure les gens qui jouent moins et que tout de suite ils soient assez compétitifs. Ici Malik Monk à 3 points pour donner une belle avance. Parce que 8 points c'est beaucoup quand on joue en 4 x 6 minutes. J'ai beau l'extrapoler à 12, ce que je trouve pas d'ailleurs être un schéma très idéal, je vous le cache pas. Je pense qu'il serait même presque préférable de jouer en 4 x 5 minutes. Bref, et d'extrapoler en x2,4. On prend ici ce rebond à Adebayo qui a un shoot à 0 degré. Et oui monsieur, à 20 ans, le jeune Bam Adebayo est capable de marquer à mi-distance. T-Ross, toujours pour tuer le match, cette fois. Donc très très précieux, l'arrière, Terence Ross. Il vient en vérité en bon complément. Je fais terminer les matchs. Il vient en très bon complément de Dion Waiters sur ce poste-là. On aura peut-être de la nouveauté l'année prochaine. C'est sûr même. À ce poste-là, puisqu'on pense pouvoir drafter quelqu'un et peut-être l'installer. Mais en attendant, ils font le job. Bon, j'ai un horrible 25% à 3 points sur ce match. On est retombé dans les travers du passé. Mais on va essayer de se soigner. Et puis maintenant, il faut essayer d'avancer. Match plus discret pour Jason Tatum,
qui a été moins en réussite au niveau du shoot. Mais peu importe, puisque notre défense nous a rapporté une bonne... c'est Darren Collison. Excusez-moi, j'ai dit Nick. C'est un ancien joueur, ça. Voilà. À suivre. Dans la foulée, 2 matchs un petit peu plus faciles. Un contre le Magic, qui était vraiment en souffrance, où Dirk Nowitzki aura vraiment brillé d'ailleurs. Et un autre contre des Bulls de Jimmy Butler, qui, objectivement, auraient des arguments à faire valoir, mais ça s'avère quand même insuffisant, quoi. Il a juste réussi, par contre, à museler Jason Tatum offensivement. Dans la foulée, on n'attend rien du tout de la draft des All-Stars, puisqu'il n'y en a aucun du côté des Mavericks, et puis ce sont les noms que vous imaginez qui sont présents. Les Hornets, j'ai fait un simcast live, et du coup je suis rentré pour la dernière minute environ, histoire de m'amuser quelque peu. Ça nous a donné l'occasion à T-Ross de shooter derrière l'écran de Adebayo, pose de très bons écrans. Jason Tatum fait un match relativement moyen, mais présent au rebond. Et c'est là qu'en fait, on commençait à se poser des questions. Parce que on est à 2 jours de la limite pour faire des trades. Alors, on bouge ou on bouge pas? Je pense qu'en fait, c'est le choix le plus important de toute cette partie. C'est maintenant, en fait. C'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire que ce tour, ce premier choix 2018 des Clippers, eh bien, s'il nous permet d'aboutir sur, par exemple, la draft de Luka Doncic, en vérité, les autres choix nous serviront peut-être de monnaie d'échange pour autre chose, mais ce sera quasiment devenu accessoire. En fait, même le top 10 protégé des Knicks, qui est pas inintéressant en 2019, et le loterie protégé aussi des Clippers, qui risque de sombrer de 2019, peuvent s'avérer même dérisoires par rapport à la prise de Luka Doncic à l'été 2018. Du coup, quand on observe un petit peu le classement, et quand j'ai un peu observé que les Lakers, ils pourront pas les changer, parce qu'ils n'ont aucun autre tour de draft. Il faudrait faire des swaps, mais je veux pas tricher. Je veux pas tricher du tout. Il y aurait Detroit, par contre, qui pourrait négocier, mais c'est pas forcément évident de trouver un accord avec eux. C'est très très cher à ce stade-là. Et puis surtout, il n'y a rien de certain. Donc, il y aurait moyen de magouiller des choses, du style en prenant le contrôle de l'autre équipe, etc., et même en essayant de trouver un trade un peu équilibré, quoi. Mais je me refuse à le faire. En fait, je veux que ça se passe de la manière la plus clean qui soit, et donc sans prendre qui que ce soit d'autre que Dallas pour essayer de parvenir à mon objectif. Quand je compte un peu mes assets à ce stade-là, eh bien c'est facile de s'apercevoir que en fait, on en a pas mal. On a pas mal d'assets. Alors après, si vous regardez à New York, c'est ce que je disais pour les Lakers, c'est aussi valable pour les Knicks. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas être inclus ce choix 2018 des Knicks. Je ne peux même pas aller le chercher, on va dire, proprement. Et donc voilà, au moment où je compte un peu mes assets, et où je m'aperçois qu'il n'y a même pas moyen de négocier un swap avec les Pistons, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que finalement, si j'allais tout simplement chercher directement celui des Pistons, en fait, je perds celui de Détroit, et en plus, je paye très cher. Vous voyez, même ça suffit pas pour l'avoir. Je pense qu'on enlève un petit deuxième tour et c'est réglé, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Donc, gros mal de crâne, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai un petit peu simulé certaines choses, je veux dire par là simuler quelques trades, pour voir un petit peu si j'étais en mesure de les assumer ou pas. Et non, définitivement, je vais continuer avec cette équipe-là pour cette année, avec en plus une jolie marge de cap space à l'été 2018, et en essayant de rester fidèle à D-Rose, à Dion Waiters, qui sont quand même de vrais assets à ce moment-là.
sachant que je ne veux pas toucher non plus à d'autres joueurs, que ce soit mes vétérans ou que ce soit mes jeunes espoirs. Et c'est ainsi que donc je fais mes comptes. Je me dis que on va rester comme ça et que s'il doit y avoir un mouvement qui doit être envisagé, ce sera cet été et ce sera après la loterie. En tout cas, j'ai fini par décider de faire comme ça, mais je me suis pris la tête pendant un bon moment. Vous voyez, on a de très bons assets. Derrick Rose 2,5, Dion Waiters. Le Clippers, il tombera pas forcément en dessous de 3 étoiles. Et au pire, il y a du soutien avec le New York 2019 top 10 protégé et le Clippers 2019 loterie protégée. Donc en fait, il y a de quoi faire. Et il y a même moyen plutôt d'essayer d'aller chercher entre guillemets moins cher si j'incorporais par exemple dans un trade contre le choix numéro 1 de 2018, si par exemple il était aux Pistons, si j'incorporais ne serait-ce que mon 2021 des Mavs. Donc voilà. Donc en fait, il y a beaucoup d'autres possibilités. On a beaucoup d'assets, mine de rien, et on doit pouvoir être en mesure de chercher peut-être le first pick 2018 via trade et après la loterie, voire même après la draft de Luka Doncic par une équipe, auquel cas là on pourra échapper à la restriction qui concerne les trades que vous connaissez pour les premiers tours. Voilà. On enchaîne avec pas mal de matchs. Là, il faut avancer. Je pense qu'il faut terminer la saison régulière. Victoire contre Washington. Victoire contre les Clippers. Ça doit filer désormais. On est à 36 victoires et 21 défaites. Je ne m'attendais pas à ce bilan-là. Je pensais être plutôt autour des 55% de victoires au vu du début de saison. Et là, on est bien au-dessus des 60%, donc c'est quand même un peu surprenant. Qu'on gagne face à Atlanta, c'est logique. Je continue mon load management personnel, que j'ai montré un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire que environ en moyenne un match sur 3, je repose Nowitzki, Bogut et Derrick Rose. Derrick Rose qui est un des principaux pourvoyeurs de points de l'équipe, c'est le plus régulier, très probablement, dans cette équipe-là. En même temps, c'est un vétéran, il est dans la force de l'âge. On perd contre Minnesota, on arrache la victoire contre Indiana, notamment avec un énorme Derrick Rose, après deux défaites consécutives. Les Suns font une mauvaise saison, et pour autant, ils nous prennent, et là j'étais en load management, pour mes 3 joueurs, comme j'en parlais à l'instant. Donc, on continue, on y va. Après là, on s'aperçoit qu'il va y avoir la limite pour la prolongation des contrats. Or, il y a un contrat que j'aimerais ne pas attendre pour prolonger, c'est celui de Terrence Ross. Il m'a convaincu, et en plus, le gars n'est pas très gourmand. Donc, à partir de là, on va lui rajouter 2+1 après le contrat déjà existant, et qui a encore 2 ans à 10,5 millions, donc c'est, voilà, on va le payer un petit peu, plus qu'il demande, mais pas non plus énorme. C'est un joueur de sortie de banc. Je ne sais pas s'il fera partie du projet à long terme, mais en fait, ça me dérangerait vraiment pas, tellement je l'apprécie. Voilà, il est solidifié, et on enchaîne maintenant le mois de mars avec, pour commencer, une petite victoire face aux Rockets. Merci Derrick Rose, encore une fois. Et c'est parti, les Spurs, que j'ai eu envie de jouer parce que je me suis dit qu'il fallait prendre des éléments de comparaison. C'est un peu comme les Pacers un petit peu plus tôt dans la vidéo. Comparaison par rapport à ce qu'on a déjà rencontré face à eux. Puis après, par contre, ça a été un match très défensif sur lequel il y a eu énormément d'échecs de l'attaque par définition, avec LaMarcus Aldridge et Kawhi Leonard en face comme force principale, même si Tony Parker est encore bien présent et DeJounte Murray commence à émerger. On a ici un match sur lequel très peu d'étincelles auront été évidentes. Ici, joli travail de Aldridge
dos au cercle. Isaac ne peut rien faire. Kawhi qui fait une jolie petite coupe face à la naïveté encore défensive de Jason Tatum. Puis heureusement, on a nos vieux, notamment Nowitzki qui va faire le boulot à des moments pour nous faire recoller. Bogut qui pose des bons écrans, même si ici on se prend un méga cake de l'espèce de régène là, des Spurs là, qui est quand même assez dangereux je trouve. Nunnally il s'appelle, c'est le chauve numéro 37 qu'on voit ici. Après il y aura comme ça des petites séquences défensives en cascade qui vont nous permettre de profiter par exemple de mismatch en contre-attaque comme celle-ci. Jason Tatum qui termine assez aisément avec l'avantage de taille face à Tony Parker. Et c'est comme ça qu'en fait on va se retrouver sur un match donc très serré. Dejounte Murray ici, magnifique, qui step back avec un peu de chance à 3 points. Et Dion Waiters qui profite par exemple de la naïveté défensive d'un Davis Bertans resitué au poste de pivot lorsque le fameux Nunnally n'est pas là. Bon, ça manque de profondeur d'effectif du côté des Spurs et ça se paye à l'arrivée puisque Kawhi Leonard force le tout dernier shoot du match. C'était pour la victoire quand même. Hein. Et c'est ainsi qu'on s'impose dans un match réellement calamiteux parce que les adresses ont été en dessous de 37% au global avec des pourcentages à 3 points aussi vraiment pitoyables. Donc quand on regarde le petit duel entre Tatum et Leonard, malheureusement Kawhi n'aura vraiment pas été bon et Tatum aura juste tiré son épingle du jeu sur quelques actions. Bon, défensivement il n'a pas été nul, il a été un tout petit peu à la création et puis il finit juste au moment où il faut sur quelques petites séquences. 4 sur 24 en extrapolé pour Kawhi. Voilà, donc on était vraiment sur un horrible match. Il valait mieux pas le développer davantage dans mon petit résumé, mais ça fait partie aussi du truc. Ça fait partie du jeu. Il y a des moments où ça se passe mal et dans la foulée. Bon, petite défaite moi-même assez lourde face aux Nuggets. J'ai pas de problème avec ça. Du moment qu'ensuite on arrive à prendre des victoires face à des équipes supposées plus faibles comme les Bulls qui ratent leur saison. Peut-être qu'il y aura du mouvement pour Jimmy Butler à l'été parce que honnêtement ça va pas du tout. Dans la foulée on prend une relative tôle face aux Cleveland Cavaliers d'un LeBron James qui arrive aussi en fin de contrat. Est-ce qu'il activera sa player option ou pas ? C'est tout le suspense ici. Victoire face aux Warriors sans Steph Curry. New Orleans est également dominé malgré un bon match de Anthony Davis et de Buddy Hield, mais ils sont trop courts. Ils n'ont pas Jrue Holiday qui est blessé là sur cette séquence de fin de saison. Et Dion Waiters notamment aura fait le boulot. Mine de rien, D-Rose et Waiters sont hyper précieux. Je mesure toute la chance que j'ai eue de pouvoir les prendre à l'été précédent. Défaite face à Portland avec un bon duo Lillard-McCollum. Et l'heure du petit bilan avant de changer d'écran sur le calendrier de base. On est à 43 victoires et 27 défaites. Et si on va un petit peu dans le détail de l'Ouest, on va s'apercevoir donc que les Nuggets caracolent en tête. Les Warriors devraient assurer la 2e place. Après, c'est encore relativement serré entre 3, 4, 5, voire 6. Puis il y a une petite bataille ensuite pour l'accès aux playoffs entre Spurs et Utah Jazz. Portland semble décrocher et les Pelicans, les Lakers, les Suns, Clippers, voire Oklahoma qui vraiment se plantent cette saison malgré Westbrook, etc. Il y a vraiment une équipe qu'on connaissait à l'époque. Voilà, très très à la rue le Thunder, peut-être même le pire bilan à venir, on va voir. Et puis on enchaîne. Bon, j'ai fait Simcast sur le 2e match quasiment d'affilée face aux Blazers pour pouvoir essayer de sécuriser cette victoire parce que
avec 6 points d'avance à 2-3 minutes de la fin. Il me paraissait important d'essayer de jouer le coup. Plumlee qui tente en fin de possession. C'était moche. On récupère. Et puis en fait, dans ces cas-là, quand vous rentrez à 2-3 minutes avec des points d'avance, une séquence offensive plus ou moins réussie peut vous suffire pour gagner le match. Voilà. Tatum qui va d'abord planter 3 points et ensuite me dit qu'on va aller essayer de pénétrer pour, voilà, ici, provoquer la faute de Jared Sullinger. On assure les lancers, bien évidemment. Enfin, bien évidemment. Avec rebond sur le cercle, quand même. Et on conclut ce match sans trop d'émotion. Allez, on a presque fini la saison régulière ici. Mais il me reste encore quelques matchs riches en émotions à vous proposer. Alors, on va voir ça tout de suite. D'abord, quelque chose de calme, une victoire simulée, avec 33 points de Dion Waiters, record en carrière, s'il vous plaît, contre les Pels. Dans la foulée, OKC, qui a vraiment passé une très mauvaise saison, pour en revenir plus tard sur les raisons, c'est pas des blessures. Victoire, d'accord. Les Lakers se présentent à nous. Et là, il m'a pris l'envie de le jouer parce que, en vérité, ces Lakers ont agi apparemment à la trade deadline puisqu'ils ont recruté via trade DeAndre Jordan dont les Clippers voulaient se débarrasser et Danny Green que les Spurs apparemment étaient prêts à lâcher contre même un tour de draft un peu lointain. Bref, les Spurs cherchaient à faire partir Danny Green. Est-ce que c'était pour augmenter du cap space pour l'été? J'en sais strictement rien. Toujours est-il que ça s'est passé comme ça. Un certain Luke Walton, vous souvenez-vous de lui, se retrouve sur le banc des Lakers. Et nous, on envisage a priori plutôt un match à notre portée, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, au vu des bilans déjà. Ouais, sauf qu'en fait, vous allez voir que ça va être diablement compliqué. Et on va tout de suite rentrer dans le dur avec Julius Randle, magnifique. Lui, il est en contractière, hein, ça veut dire qu'il arrive au bout de son contrat, rookie en l'occurrence, et va pouvoir espérer une prolongation, voir où est-ce qu'il va la négocier à l'été. Alors on est pas mal, hein, on est pas mal en défense. Moi, j'essaye de flotter, notamment sur DeAndre Jordan qui peut pas shooter de loin, mais chaque possession, que ce soit des Lakers ou possession offensive pour nous, est un combat. Franchement, c'est très difficile. Cette équipe est assez athlétique, elle est jeune, elle me pose des problèmes. D'autant plus que l'adresse n'est pas forcément au rendez-vous, même si là, on aura un panier un petit peu chanceux de Dion Waiters. Et on va rapidement prendre le bouillon déjà sur la deuxième rotation des Lakers en premier quart-temps. Rajon Rondo, moi je me dis, allez, ça va. Rondo, il a jamais eu vraiment de shoot à 3 points, n'est-ce pas? Ok, moins 8 à ce stade-là. Ça sent pas bon. On termine le quart-temps à moins 5. Et il y a déjà un petit peu le feu. Il faut réagir rapidement. Donc, comment faire pour réagir? Bah déjà, pas ce genre de choses, c'est-à-dire laisser le rebond sur un lancer franc raté de D'Angelo Russell qui remet dedans. Et puis, pas ça non plus, à savoir attribuer un petit peu trop de liberté à Lou Will qui joue magnifiquement le pick and roll avec Dédé Jordan. Ça rappelle des souvenirs, ça, aux Clippers, tiens, justement, pas aux Lakers. Et Dédé Jordan, il est extraordinaire. Il est vraiment incroyable. Lou Will est en insolence la plus totale, c'est-à-dire qu'en fin de possession, quand on a réussi enfin à, le croit-on, tuer l'offensive des Lakers, ben non, en fait, on se fait avoir. D'autant plus qu'on a ni l'adresse, ni non plus la discipline pour ne pas faire faute au rebond. Bref, ça se passe pas génialement bien. Allez, rien n'est perdu, il reste encore une infime chance de recoller au moment où Lou Williams nous repose un 3 points dans la bouche. Donc il a été génial, le Lou. Il a été super bon. Dans la foulée, panier dévissé. Allez, il reste encore une petite possibilité. Par contre, il ne faut plus rien encaisser et il faut rentrer le shoot.
qui vient. Je joue pour Jason Tatum, comme ceci. Voilà, 3 points. Eh bien, il était temps. En sortie d'écran, mais ça n'a servi qu'à sauver l'honneur. Et donc, on perd ce match face à d'excellents Lakers qui ont tendance un petit peu à remonter au classement, ce qui n'est pas génialement... ce qui n'est pas une formidable affaire pour eux comptablement, mais qui apparemment... est le fait de DeAndre Jordan, hein, clairement. Hein. On s'est fait ultra dominer au rebond par cette équipe. Alors, vous allez me dire, pas seulement des Jordan. Randall en a pris, Festus easily en sortie de banc en a pris également. Ouais, c'était pas une bonne mismatch pour nous, ces Lakers. Heureusement qu'a priori on les croisera pas en playoff. Le Jazz, on le bat. Dans la foulée, petite simu face aux Lakers, on arrache la victoire et on perd peut-être 2 joueurs. Tatum est légèrement blessé et on pourra signaler aussi Andrew Bogut qui, regardez ici, va être annoncé comme blessé légèrement également. Et fort heureusement, les deux sont en blessure tellement légère que je laisse la rotation actuelle. Vous voyez, je mets 3 minutes à Hibbert, 3 minutes à Monk. Mais en fait, c'est parce que j'ai voulu baisser un peu les temps de jeu. Sinon, D-Rose, j'en parlais un peu avant, Nowitzki et tout ça, se fatiguait pas mal. Donc, on laisse du coup Tatum dans le 5, puisqu'il veut jouer. Et on enchaîne. Victoire contre les Clippers, avec notamment un très bon Derrick Rose. Encore une fois, j'ai envie de dire, le mec a été très bon tout le temps. C'est fabuleux. Et puis, les Portland Trail Blazers. Alors là, on se dit, c'est pas possible. On est mené de 3 par une équipe qui rate sa saison. J'essaye de rentrer en jeu. Je rentre en jeu et je m'aperçois que Tatum est à nouveau blessé cette fois. On ne sait pas, dans un premier temps, où est-ce qu'il est blessé. Et quelques secondes plus tard, ou minutes, on apprend qu'il est légèrement blessé à la cheville gauche, mais il est en suivi quotidien. Donc, il va re-rentrer. Il va re-rentrer pendant que D-Rose se prend un cake monumental par l'un des 2 intérieurs. Je crois que c'était Sullinger, de Portland. Et derrière, le panier facile pour Damian Lillard. Il faut absolument tuer cette possession, sinon le match est perdu. -6. On appelle un petit panier pour T-Ross peut-être. Regardez, il est calé. Il a les pieds dans le ciment. Et ça marche. Par contre, il reste 2 secondes et quelques de décalage entre les 24 secondes et la fin du match. Donc forcément, ils la gardent. Ils vont shooter au dernier moment. C'est CJ McCollum qui a la balle. Et là, on essaye de défendre pour qu'il prenne ce shoot dans les moins bonnes conditions possibles. Je peux aider avec Adebayo s'il le faut, parce que Sullinger n'artillera pas. 3 points, c'est raté, temps mort. On prend le rebond, temps mort. Et là, il reste une infime chance, peut-être, d'aller en prolongation. C'est parti. Prolongation ou pas, il va falloir trouver un démarquage. Donc je vais tenter avec qui, à votre avis ? Avec JT, forcément, on va essayer de tenter quelque chose. Et swish. Enfin, pas swish, mais excellent timing. Bon, j'ai réduit l'impact du timing de shoot, je suis passé à 25 au niveau de l'équilibrage. Je parlerai à la fin, je pense, de ça. Bref, prolongation. Je pense que ça marche mieux au tir réel, effectivement, qu'au timing de shoot, pour moi. En tout cas, on perd l'entre-deux. Sullinger le prend. Ils ont fait sortir Plumlee. À un moment donné, ils étaient avec Sullinger et Plumlee. Et là, ce que je vous propose, c'est quelques petites séquences défensives où on constate tout simplement que, en fait, il n'y a pas assez de danger du côté des Blazers. Ah oui, ils ont fait rentrer Holmes à la place de Plumlee. Donc en fait, ils ont deux intérieurs qui vont se positionner à l'extérieur, comme vous le voyez, ce qui me permet, moi, de flotter en défense, et qui permet surtout à mes défenseurs extérieurs de contester au minimum, d'être bien présents sur les tentatives des extérieurs de Portland. Ballon volé, Dion Waiters qui conclut sa propre interception, et au final, voilà, cette prolongation,
c'est l'histoire d'un scénario dans lequel une équipe qui manque de spacing, voilà, j'ai même fait rentrer Hibbert à la fin, Gary Payton, on a reposé un peu les meilleurs joueurs, le 5 majeur, on va dire, de fin de match. Je l'ai reposé à la fin, parce que j'ai bien vu que défensivement, ce qu'on était capable de verrouiller suffisait largement. Ici, c'est Bogut qui prend le rebond final, on gagne en prolongation. Après, à chaque fois, face à cette équipe, c'est très compliqué. Elle a quelque chose qui nous fait du mal. J'arrive pas encore à trouver quoi, parce que je vois qu'au niveau des rebonds, c'est équilibré. On a juste eu un peu plus d'adresse qu'eux, mais il faut vraiment le dire vite, et on passe par le trou de la serrure dans ce match, malgré un très bon duo Lillard-McCollum. Et ben voilà, victoire. Après, bon, Pistons se présente, a priori pas de problème, voilà, c'est confirmé. Et il reste encore 3 matchs pour confirmer une probable 3e place de l'Ouest. Victoire sur des Kings très certainement affaiblis pour prendre un tel écart. Les Suns font une mauvaise saison. On continue, on va dire qu'on en profite d'une certaine façon. Et puis dans la foulée, c'est Minnesota qui va nous mettre une tôle. Une tôle malgré un Tatum plutôt honnête au niveau des points. Et en revanche, voilà, on a pris quand même 136. Marrant comme il y a des grosses variations d'un match à l'autre. C'était face au trio Wiggins, Lavine et Kat. Donc c'est pas mal non plus. On termine donc à 53 victoires et 29 défaites. Pour rentrer un petit peu dans le détail, en fait Denver termine à 62 victoires, on l'a vu, Golden State 56, Dallas donc 53. Puis derrière, Memphis n'est pas très loin, Minnesota, Houston, qui sera l'adversaire du coup des Mavs, Kings et les Spurs arrachent le ticket pour les playoffs et aller affronter les Denver Nuggets. Derrière, donc, les grands déçus sont les Utah Jazz et à un degré moindre, Portland, Lakers. Puis après, on n'est plus déçus du tout. Et on voit que au final, Clippers termine dernier, mais attention, 28 victoires. Si on compare avec les bilans de l'Est, vous verrez que pas forcément annonciateur d'un first pick, hein, c'est loin de là. Hein. James Harden, MVP. Jason Tatum, Rookie of the Year. Ensuite, pour le 6e homme, meilleur 6e homme, DeJounte Murray. Il a raté aucun match. Il a joué 82 matchs en sortie de banc. Il a été bon. Kawhi Leonard, il a le DP of the Year. Bon, ça se tient. Dans ces années-là, souvent, sur 2K, il les avait. De toute façon, il est capable. Hein. Après, sur le MIP, c'est KCP, Kentavious Caldwell Pope, qui, nanti d'un joli contrat du côté des Sixers, va le rafler. Michael Malone, récompensé. Et Wayne Taylor, également récompensé avec un bon bilan. Voilà. Donc, les All-NBA Team. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas, hein, les bilans, hein, d'accord ? Et MVP, j'imagine, oui. Mais après, est-ce que les first team, second team, tout ça... Bon. Allez, on passe vite. De toute façon, c'est les noms qu'on connaît, c'est les joueurs dont on a l'habitude. De Marcus Cousins. Et dans la 2e All-NBA Team, Karl Anthony Towns dans la 3e. Il y a pas mal qui se sont un peu blessés. Hein. Heureusement pour les playoffs, ils vont revenir. Ben Simmons également en 3e All-NBA Team. Après, les joueurs plus défensifs récompensés. Alors, Russ West, c'est un peu limite. J'avoue. Hein. Pas grave. Allez, on s'en fiche. Après, les 2 petits gars des Sixers sont dans la 2e All-Defensive Team. LeBron James s'y trouve également, bref. Je suis pas sûr que ce soit toujours bien calibré, ces trucs-là. Lonzo Ball, qui était longtemps à la lutte avec Jason Tatum, est dans la first All-NBA Team. Et puis après, on va retrouver 2 gars qui sont coéquipiers dans la vraie vie actuellement. Jarrett Allen et Donovan Mitchell. Sauf que l'un est aux Bulls. Il fait pas une mauvaise saison, hein, bravo. Hein. Jarrett Allen. Hein. Et l'autre
est au Knicks. On l'avait croisé déjà. En deuxième All-Rookie Team, on trouve Fox, on trouve Adebayo, on trouve Isaac, Anunoby, Kuzma. Voilà, des noms qu'on connaît, quoi. Des noms qu'on connaît aujourd'hui et qui se sont déjà bien comportés sur leur première saison. Les playoffs arrivent, mais je ne veux pas aborder les playoffs sans avoir dit un mot sur les stats individuelles de l'équipe. Donc, mention spéciale à 4 joueurs qui ont joué les 82 matchs et qui les ont commencés. C'est Tatum, c'est Adebayo, c'est Waiters et Isaac. Voilà. On voit que Derrick Rose en a quand même raté 25. Mais c'est pas grave. Il a été bon quand il était là. Après, les stats, bon, elles ont pas énormément bougé par rapport aux stats de mi-saison, par exemple, que je montrais un peu plus tôt. Et grosso modo, la contribution, elle est assez équilibrée. Finalement, c'est une équipe dans laquelle il n'y a pas d'énormes contributeurs à la Harden, par exemple, du côté de Houston. Au contraire, c'est assez équilibré. Après, j'ai pas forcé sur les minutes. Hein. J'ai vraiment essayé de jouer prudemment. Voilà. Pas grand-chose à dire d'autre. Les playoffs, donc, vont démarrer. On se retrouve face aux Rockets du MVP tout récent. Il va peut-être falloir lui mitonner un petit plan défensif spécial. On verra. Par contre, ce qui est clair, c'est que je vais déjà aussi remettre des minutes un peu plus raisonnables et donc remettre à jour ma rotation avancée. Voilà, tant qu'à faire, on sélectionne les Rockets. On redonne des minutes à Derrick Rose. On redonne des minutes à Adebayo. Je mets mes 3 joueurs, on va dire, principaux contributeurs à 33. On verra si ça suffit pas. On regardera et au pire, même, je serai peut-être amené à resserrer la rotation. Mais a priori, je pars dans l'idée de continuer à jouer à 10. Après tout, on n'est pas non plus venu pour le titre. Hein. On est là, on a fait une belle saison, mais c'est pas la dernière chance du tout, au contraire. Mais on va quand même jouer le coup à fond. Voilà, donc c'est parti. Alors j'ai fait du simcast à chaque fois, en me disant que s'il y avait quelque chose d'intéressant, peut-être je rentrerais, et en essayant de me forcer à ne pas trop intervenir. Pas trop intervenir, je veux dire, par des entrées en jeu intempestives. On va pas jouer les 7 matchs, quoi. Voilà, manette en main. 35 points pour James Harden sur le premier match. On perd d'1 point. C'est quand même un peu dommage, mais voilà. Ensuite, deuxième match. On a, là encore, la boule au ventre. Hein. Moi, je vous le dis clairement, les playoffs, c'est quand même autre chose que la saison régulière. On arrache peut-être le match. Oui, on l'arrache à la toute fin, grâce à un bon 4e quart-temps et malgré un mauvais 3e quart-temps. D-Rose et Dion Waiters en fer de lance face à 49 points de James Harden. Mais dans ces années-là, c'était ça, James Harden. Donc là, moi je trouve qu'on est vraiment en plein... Ouais, j'ai vraiment aucun problème de réalisme, on va dire, d'une part avec le scénario de la partie, pour qu'il nous amène là où il nous amène, mais surtout à d'avoir ces Rockets-là en face, ça me pose aucun souci, hein, vraiment. Hein. Très joli perf de James Harden au 3e match. 2-1 pour les Rockets. On va continuer. Vous allez avoir... ça va être intense. Ça va être intense, tout ça. On se doute bien que c'est une série bien plus équilibrée que 3e contre 6e. Oups, on a glissé. On a presque pris 30 points au 4e match, aïe. Et encore un carton de Harden, mais faut-il le signaler au final? C'est logique. C'est leur mode de fonctionnement, hein, à ces Rockets-là. On est mené 3-1. Je vivrai peut-être un peu douloureusement le 4-1. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on puisse accrocher celui-là. C'est très serré, attention, j'avance plus doucement. Très serré à 6 minutes aussi de la fin. Il reste 4 minutes, on mène de 1 point. Allez, c'est maintenant. Je rentre.
Entre-temps, il y a eu je ne sais quel panier de James Harden. On est mené de 1. Balle à Harden. C'est D-Rose ici qui défend sur le génie barbu et qui va donner 3 points d'avance aux Rockets à ce moment-là. Il faut vraiment qu'on sorte quelque chose de notre manche. On n'a pas le choix. Allez, le petit screen Adebayo. Hop là. Le cake de Capella. Très probablement l'action la plus spectaculaire du match. Que ce cake vraiment incroyable. Ok. Il faut qu'on s'en sorte d'une manière ou d'une autre. Regardez. Qu'est-ce que va faire Jason Tatum? Oh là là. Et c'est peut-être ça en fait l'action du match. C'est peut-être ça au final. Parce que ce dunk, il fallait quand même le sortir. J'essaie de prendre des shoots, mais allez, on est combatif. Voilà, Adebayo a tapé la balle. T-Rose dans un fauteuil. Ouh, ballon volé. Plus 3 points derrière. Ça rattrape très largement notre manque d'adresse juste avant. C'est très serré, il reste moins d'une minute. Balle à James Harden qui pénètre. Il est inarrêtable. On ne sait pas quoi faire en fait pour le stopper. Bam Adebayo sur Clint. Oh, la faute, c'est pas moi qui l'ai faite. C'est pas moi, c'est le jeu. C'est le jeu qui a fait faute. Et après, je me dis, mais Clint, il n'était pas super adroit que je sache au lancer. Zut alors, 1 sur 1. Alors, deuxième lancer. Quand même, Clint, s'il te plaît. Voilà, 1 sur 2. Ok, on est mené de 2 points. Oui, il ne me serait pas venu à l'esprit de faire du hack Clint. Mais bon, apparemment, peut-être que si jamais on est mal pris... D-Rose. Oh là 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 là. Il était dans un fauteuil. Quel dommage, ce manque d'adresse. Mal joué de ma part, tout ce que vous voulez. On est mené de 2. Il faut défendre. Il y aura un peu plus de 4 secondes de différence entre la fin du match, entre l'horloge des 24, et la fin du match. James Harden qui essaye de l'éliminer, le défenseur. Contré. Temps mort. Le contre de Bam Adebayo ici vaut très cher sur Clint Capella. Magnifique. Allez. On tente notre va-tout. Screen. T-Ross. Swish. Mais malheureusement, c'est à 2 points. Zut. Je me voyais déjà gagner ce match sur ce shoot. Et malheureusement, c'est à 2 points. Balle de match pour Beverly qui fait airball. Non, ok. Il n'y avait rien à obtenir. Ça ira donc en prolongation. Et je peux vous dire un truc, c'est que j'ai l'adrénaline. Voilà, les playoffs. Après, manette en main, comme ça, sur un match éliminatoire. Là, on est dans l'intensité. Je kiffe à mort. 2K25, en ce type de situation, on s'y croirait, franchement. On s'y croirait. Allez, Dion Waiters. Screen de Isaac qui ressort. Et on a une mismatch là. On a une mismatch sur James Harden. Bien joué le move. Superbe move de John Isaac. Somptueux. Il a pris des cours particuliers avec Dirk Nowitzki, je plaisante. Enfin peut-être, hein, du coup. Le cake, eh ben non. Et là, vous rentrez dans une séquence, en fait. Oh bah remarquez, je l'ai déjà goûté juste avant, hein, mais... séquence qui rappelle les Rockets de cette époque, voilà, ouais, 2018. C'est-à-dire que, en fait, James Harden, il obtenait beaucoup de lancers francs. Pas toujours à tort, hein. Il provoquait énormément de fautes. En fait, c'était un joueur très intelligent qui arrivait à provoquer tout un tas de fautes. Et puis, on était dans un système, dirons-nous. Yes, 3 points. Là, c'est très important. On passe à plus 4. On était dans un système d'arbitrage qui, finalement, permettait ce type de choses. Oh, Beverly qui répond du tac au tac aux 3 points de Jason Tatum. James Harden, on lui donne trop de liberté, là, c'est pas possible. Il a trop de liberté offensive. Dion Waiters fait tout ce qu'il peut, honnêtement. Et quand c'est Derrick Rose, il fait aussi du bon boulot. Mais on touche exactement à notre problème de cette année. Donc ça tombe bien, parce qu'on joue pas le titre. Mais on touche, voilà, au problème essentiel. Je n'ai pas d'extérieur capable de bloquer James Harden. Et je le dis pour Harden, mais on pourrait le dire pour Steph Curry, on pourrait le dire pour un tas de gens. Allez, Jason,
Swish. Ça va. Ça rentre. On reprend la main. On est à +2. Il reste 1 minute. Balle à James Harden. Qui se rapproche du cercle. Contré par Waiters. Il m'a entendu. Il a entendu que je le critiquais. Je disais quoi, moi, je suis pas capable de défendre sur James Harden. Bien sûr. Regarde. Donc voilà. Balle à Waiters. On a appelé un petit floppy là. Pour Jason Tatum. Je laisse un peu dans la continuité. Dommage. Dommage, ça a dévissé. Encore un petit timing de shoot qui était pas au point. Il reste 30 secondes. Tatum défend sur James Harden qui égalise avec classe. Magnifique. 127 partout. Balle à D-Rose et là on temporise. D-Rose, c'est un vétéran. Il sait exactement ce qu'il a à faire pour aller marquer un panier. Il nous faut un panier, quoi qu'il arrive. Écran d'Adebayo, en vitesse, D-Rose, près du cercle, pick and roll mal défendu. C'est bon, on est à +2, il reste 9 secondes, pardon. Et par contre, il aurait fallu peut-être jouer un peu plus tard cette action-là, pour laisser moins de temps à l'attaque des Rockets. Allez, balle à Harden. Dion Waiters pour la défense de sa saison. Trevor Booker qui redonne à Harden pour la victoire. Et c'est dévissé. Ouf, on a pris ce match 5. J'ai cru vraiment qu'on ne le prendrait jamais. J'étais en PLS. Je me voyais disparaître 4-1 au premier tour des playoffs. Bon, peut-être ce sera 4-2, mais au moins on aura sauvé l'honneur sur ce match-là. On s'est fait bouffer au rebond. Au rebond offensif, les mecs, c'est simple, ils prennent 1/3 des rebonds disponibles, on en prend 2/3 quand on est en phase défensive. En revanche, quand eux sont en phase défensive, ils prennent 90% des rebonds et j'en prends même pas 10%. Donc voilà, tout est dit. Il y a 2 directions pour évoluer, je viens juste de les mentionner dans les dernières minutes. Un spécialiste extérieur de la défense, d'une part, et améliorer le rebond coûte que coûte, d'une manière ou d'une autre. Bon, Simcast pour le 6e match. On y va. Les Rockets qui prennent l'avantage. On revient, c'est serré. Et on perd de 10 points à l'arrivée. Élimination donc des Dallas Mavericks en avril 2018. On est sorti au premier tour des playoffs par James Harden et son équipe qui honnêtement avec Eric Gordon que j'avais pas mentionné, Trevor Ariza, j'adorais quelque part j'adorais cette team. Elle était incroyablement efficace. C'était avec Mike D'Antoni, on le sait, et un jour tout explose et ils envoient Capella à Atlanta et ils essaient de mettre PJ Tucker en 5, et puis ça part en sucette. Dommage, Dommage quelque part, parce que je pense qu'il y avait plus de possibilités avec cette équipe-là que sans Capella. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait en play-off au niveau des statistiques sur cette série ? Eh ben, ça n'a pas été glorieux. Du côté de Tatum, par exemple, il a été quand même bien embêté apparemment par les défenseurs. Il est à moins de 14 points. Après, Waiters et Rose ont fait le boulot. Donc non, en fait, on est à notre niveau. On est là où on doit être à ce moment-là. Et puis, faut pas pleurer, quoi. Voilà. Donc, je suis désolé. La suite des playoffs, on va la regarder à la télé. Alors allons-y. Eh bien, les demi-finales de conférence voient quasiment les meilleures équipes opposées les unes aux autres. Qu'est-ce qui va se produire ? Tout bêtement, Denver est quand même favori face à Minnesota. Après, par contre, Golden State serait plutôt favori face à Houston pour moi. Cleveland sera dur à bouger, même par de beaux jeunes Sixers. Et Boston semble au-dessus d'Indiana, a priori. À voir. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Regardez, ça va relativement vite. Ça va relativement vite. Cleveland prend très rapidement l'avantage dans sa demi-finale.
Denver et Houston, Boston prennent aussi l'avantage, mais plus réduit. Et puis, ça va se resserrer. Ça va se resserrer du côté de Cleveland, Philadelphie. Ensuite, on va passer carrément à 3-2 dans chaque série. Donc là, suspense à son comble. Il manquerait plus qu'un 3-3 partout. Et ce serait parfait. Allons-y. Que se passe-t-il ? Denver et Houston en finale de conf de l'Ouest. En revanche, 3-3 dans les deux autres séries à l'Est. Cleveland s'est fait reprendre à 3-3 après avoir mené 3-0, mais quand même l'emporte. D'ailleurs, Boston aussi qui menait. Ce sera donc Denver-Houston d'un côté, et ce sera Boston-Cleveland de l'autre. Les Cavs auront fait une grosse performance face à une belle équipe des Sixers. LeBron James et Kyrie Irving à la manette, sans blague. Sans blague. Comme on est surpris, mais qu'on jouait l'acier, et c'est bien légitime. On est content de voir ces deux-là être au rendez-vous des demi-finales de conf. Après une saison régulière quand même relativement pourrie. Mais moi je trouve qu'on est encore même en réalisme par rapport à ça. Souvenez-vous de l'époque LeBron à Cleveland, match de saison régulière, il s'en fichait un peu. Après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement simuler le tour. Le sweep de Denver face aux Rockets. Le presque sweep, le gentleman sweep des Cavs face aux Celtics. Et ce sera donc une finale Nuggets-Cavs remportée par les Cavs. Ils sont donc une nouvelle fois champions NBA. LeBron James gagne une bague supplémentaire pour parfaire un petit peu sa légende avant de basculer vers l'été 2018. Super. Moi, ça me va. Je trouve que le scénario, il est cool. Après, si ça avait été Denver, de toute façon, leur tour viendra. Si ça avait été Boston, c'était cool aussi. Ouais. Tout le monde méritait, là, dans les 4 derniers. Par contre, les autres, quand même, un peu moins. Mais c'est, encore une fois, LeBron et Kyrie qui l'emportent, comme l'année passée, face aux Warriors l'année précédente. Et donc, retraite de joueurs. Quand même, c'est pas possible. On peut pas laisser Nowitzki partir au moment où peut-être quelque chose d'essentiel dans la franchise va se produire. Vous voyez ce que je veux dire, non ? Il y a une draft qui arrive. Eh bien donc, je refuse, je demande à Dirk d'aller jusqu'à ses 41 ans comme son numéro de maillot. Et puis on va espérer l'unir à quelqu'un de bien particulier. Je prononce pas son nom, ça pourrait porter malheur. Quelques petites retraites de coach, de coaching staff, ok, très bien. Et puis on va passer très rapidement ceci pour aller très tranquillement vers la loterie. Voilà. Donc le Hall of Fame, personne, puisque Dirk prolonge d'1 an. Les retraits de maillot par voie de conséquence, aucun. Et les changements historiques sont relativement peu nombreux. Les réunions de la Ligue, je vais pas m'y attarder trop, j'ai l'impression que rien de scandaleux n'est apparu. Rien de scandaleux, voilà, à part que... Moi j'étais resté, vous allez voir, à la loterie là, j'étais resté sur l'idée que les 3 pires bilans avaient 14% chacun. Or, on est encore sur un format où le pire bilan, les Pistons, ont 25% quand même de chance d'avoir le first pick. Allez, roulement de tambour. Qui va avoir le premier choix en 2018 dans cette partie ? Franchement, j'étais fébrile. Là encore. Très très fébrile. C'est Orlando. Orlando qui gagne la loterie. Les Knicks choisiront en 2e. Les Pacers en 3. Et nous, il faudra qu'on attende le 5e choix pour aller espérer drafter un certain Slovène. Ah, ça m'a tué. Ça m'a tué d'avoir le 5e choix. J'avais foi en cette loterie. Je me disais, c'est pas possible, il y a un destin, quoi. Même dans l'informatique et dans le codage et dans l'aléatoire, il y a un destin. On ne peut pas passer à côté
de Luka Doncic quand même, mince alors. Et si, peut-être qu'on va passer à travers. On va passer à travers. Tout ce qui est recrutement du staff a été déjà fait. Et donc, oui, confirmation, on va avoir le 5e choix. Et il va falloir batailler. Ça va être très très difficile pour essayer d'aller arriver à nos fins et récupérer le prodige slovène. Voilà. Donc, je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est que forcément dans la foulée, j'ai tenté plein de choses. Et j'ai essayé d'aller draguer le choix numéro 1 à la draft 2018 du Orlando Magic. Et évidemment, ils ne veulent pas... C'est normal, ils ne veulent pas discuter. Ok. J'ai ma petite idée en tête. Je pense qu'on attendra la draft et on va essayer de monter quelque chose ce soir-là, tout simplement. Donc bon, il y a plein de recherches de transferts possibles à ce moment-là. On peut aller tester pas mal de choses pour essayer de récupérer ce choix. Après, qui dit que Doncic sera pris en numéro 1 ? Honnêtement. Donc j'essaie de monter ici, j'essaie de monter par tous les moyens. C'est 3 étoiles pures contre 4 étoiles pures. A priori, c'est jouable en termes de trade dans NBA 2K, de manière générale. Est-ce que T-Ross devrait faire la monnaie d'échange après tout ce que je vous ai dit de bien sur lui ? Est-ce que on irait plutôt chercher du côté de Derrick Rose ou de Dion Waiters ? De toute façon, il faudra en sacrifier un des trois. On ne pourra pas avoir le choix d'Orlando si on n'accepte pas d'en sacrifier un. Et donc, je vais essayer de partir comme ça dans des montages avant la draft, donc, comme vous le voyez bien. Je vais essayer de partir dans des montages pour essayer de récupérer un choix que je convoite depuis le début de saison, pour être très très franc. Je vais galérer. Jusqu'à aboutir à quelque chose que je considère comme pas être très très loin d'une possibilité. Honnêtement, ça se joue peut-être au nombre de 2e tour. Je suis toujours un peu plus gourmand et après je réduis la demande. Comme ça, je suis sûr d'essayer d'optimiser en fait le trade. Oui, je suis prêt à sacrifier le 2019 évidemment de Dallas. C'est logique. Il faut ce qu'il faut à un moment donné. Et même cette offre-là ne suffit pas. C'est-à-dire, si on offre le choix 5 2018 plus Dion Waiters plus le 2019 de Dallas, premier tour sans protection. Bon. Donc il va falloir s'employer encore et encore, et puis je vous promets que je lâcherai pas l'affaire. Je trouverai la bonne solution. J'en suis pas loin d'être convaincu, mais ça se passera nécessairement le soir de la draft. Allez, je vous dis à plus. Prochain épisode, on avance sur tout ça et on aura l'épilogue de cette pittoresque histoire de tour de draft. À plus, bye bye.